Tous Interaction chaque vendredi pour faire le point sur notre portefeuille interactif, une émission complètement transparente dans laquelle vous pouvez interpeller nos invités. En l'occurrence, on a le plaisir d'accueillir Agnès Delors. Bonjour. Paul, pardon. Paul Schwarrer. Bonjour. Pierre, Paul, Jacques. Paul, bienvenue. Nos amis gérants, Hubert Tassin, je ne me trompe pas, notre analyste. Bonjour. Et nous allons attaquer cette séquence cette émission par une première séquence consacrée aux tendances. Alors, première tendance que vous avez notée cette semaine, Hubert. Alors, première tendance, retour des marchés européens dans le bas de la consolidation telle qu'elle se développe depuis le 15 avril, 15 avril, 15 juin en tout cas. Sous pression grecque, on va pouvoir y revenir. Ça, c'est le symptôme en fait, c'est la conséquence. C'est la conséquence. Est-ce que c'est la conséquence? Ce sont des mouvements de marché. Hein. On avait monté encore une fois 31,5%. Là, une respiration normale. On a rendu presque, moi je trouve presque normal. La seule chose, c'est que ça dure un petit peu plus longtemps. Alors, et que les départs ne fonctionnent pas. Alors, c'est la Grèce, hein, ce feuilleton grec, on n'y comprend rien. Si, on comprend qu'ils vont sortir. Alors, moi, je crois pas. Moi, je crois qu'ils sortiront pas. Ils sortiront pas de l'euro de toute façon. Oui, est-ce qu'ils peuvent faire faïte et ne pas sortir de l'euro, garder l'euro? Pourquoi pas? Bah oui. Pourquoi est-ce qu'on veut les faire sortir? La Californie a fait faillite et n'est jamais sortie de la zone dollar. Alors, pourquoi ça pose un problème? Ça pose aucun problème. Elle fera pas défaut. Elle fera pas faillite et elle sortira pas de l'euro. Mais il faut que Mme Merkel et M. Tsipras puissent dire je l'ai défendu jusqu'à minuit moins une seconde, etc. On leur donne ce etc. crédit. Mais est-ce que vous pensez qu'ils ne feront pas défaut? On n'est pas en désaccord sur le fait qu'en fait, a priori, il ne devrait pas sortir de l'euro. Ça, c'est déjà une première donnée. Ensuite, faire défaut, ça veut dire quoi précisément? Ne pas rembourser. Ne pas rembourser. Qui Est-ce que ça déclenchera les CDS, les assurances de crédit qu'on déclenche quand on fait défaut officiellement, quand il y a un accident de crédit? Il n'est absolument pas certain que ce soit le cas. Ce serait ça l'effet domino, en fait. C'est ça la crainte, hein, c'est les CDS. Aujourd'hui, qui porte finalement cette dette? Ce n'est pas les privés, je ne crois pas. C'est plutôt les institutions. C'est Mario Draghi. C'est Mario Draghi qui en porte à peu près 20 milliards pour le compte de tous les autres banquiers centraux. Finalement, ce défaut-là, il est anticipé quelque part depuis longtemps et on a acheté du temps pour ça. C'est tout le sujet. C'est est-ce que le dépôt coûte ou est-ce que le fait de refinancer coûte? Et on a quand même vu aujourd'hui, on a vu quand même en moins de 24 heures, le FMI disant je vous empêcherai de repousser l'échéance une nouvelle fois. Et à l'instant, ou à peu près, la BCE dit j'augmente encore mon refinancement des banques grecques. Donc on voit bien qu'il y a du poker menteur qui est à un niveau très élevé et qui malheureusement ne se joue qu'entre M. Tsipras et sa population et Mme Merkel. Ce qui est très curieux, c'est que les pays plus puissants à eux deux, en tout cas que l'Allemagne, qui sont la France et l'Italie, sont totalement absents. Il faut dire que le gouvernement français a du mal à demander un excédent primaire aux Grecs parce qu'on n'est pas très bien placé pour le faire. Alors, Agnès, vous avez un avis sur la question? Est-ce que vous misez sur une sortie, un défaut, quelque chose? Peut-être un défaut, mais pas une sortie. Voilà, quand on voit le calme, je dirais, on a une baisse sur le marché, mais qui est larvante, donc qui est un peu usante, si vous voulez, pour les investisseurs. Mais à un moment donné, il y a 2-3 ans, on voyait une forte volatilité sur les marchés, et notamment sur les bancaires, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc le marché a accepté qu'il y ait un défaut, sûrement. Donc, mais je crois que le plus important, c'est que finalement, dans cette histoire-là, c'est peut-être une histoire qui a commencé à 3 et qui va se terminer à 2, puisque le FMI, pour 11,6 milliards qui ne lui seraient pas remboursés, est en train de quitter la table des négociations. Et c'est certainement l'élément le plus important à mettre au regard de ce qui se passe avec On est toujours dans la politique. On est toujours dans la politique. Tout à fait. C'est-à-dire le FMI veut avoir du pouvoir et qu'il n'en a pas. 11,5 milliards, c'est rien dans ce dossier, c'est rien par rapport à la BCE. Et donc, Madame Lagarde essaye de rentrer, et effectivement, c'est la question géopolitique ukrainienne. Et pourquoi l'Ukraine? Pourquoi l'Ukraine? Parce que, tout simplement, la Pax Americana, qui était adossée à l'OTAN, démontre que là, pour l'instant, on n'arrive pas nécessairement à sortir du piège dans lequel on est. On a des déploiements d'armes supplémentaires, on a un exercice considérable qui est organisé aux portes de la Russie. On est vraiment dans un schéma de tension politique, géopolitique, et les enjeux sont certainement beaucoup plus l'éloignement entre l'Amérique et l'Europe qui se rapproche de l'ASEAN Bank pour les infrastructures, enfin
le financement des infrastructures et la route de la soie de Xi Jinping, c'est plutôt ces enjeux-là qui sont derrière et qui me paraissent avoir des conséquences derrière ensuite sur la façon dont on place la confiance. Oui, mais la Grèce par rapport à cette politique ukrainienne, enfin, je ne vois pas le rapport avec le FMI, c'est un jeu de tectonique américaine. C'est un jeu de tectonique américain. Si on met la Grèce dans les bras de la Russie comme la Russie est dans les bras de la Chine, il faut savoir qui est le créancier. Le créancier, c'est la Chine au jour d'aujourd'hui. Donc on n'est pas en position... Les poupées russes. Oui, c'est les poupées russes. Et donc on n'est pas en position de tout casser, en tout cas. Bon, on ne va pas refaire tout un cours de macro et de géopolitique. Fin du week-end, ça va partir dans un sens, dans un autre. Bon, on verra. Mais il y aura d'autres épisodes dans ce drame. Janet Yellen, c'était plus important. Alors, plus que Janet Yellen, il y a quand même un phénomène très important cette semaine. L'indice du Nasdaq des technologies américaines a repassé son fameux record de 5140 à peu près des années 2000. On a effacé la bulle 15 ans après des années 2000. Alors bulle ou pas bulle, parce qu'il y a ce débat qui ressurgit un peu partout. Hubert, bulle? Il y a bulle sur une partie du Nasdaq. Pour moi, il y a des valeurs, il y a des sociétés qu'on valorise, non pas sur leur capacité bénéficiaire, mais sur un potentiel. Dans le CAC aussi, il y a des valeurs qui sont trop valorisées. Oui, pas à ce point-là. Si on fait la moyenne, bulle ou pas bulle? Bulle sur certains titres, certainement. Maintenant, il faut quand même regarder que, on parle du monde de l'homme augmenté, on parle du monde augmenté, on est quand même rentré dans un monde digital, universel, et c'est ce que traduit le Nasdaq. Donc en fait, c'est une création d'une valeur autre qui correspond à d'autres business models que ceux qui existaient, et ça peut nous surprendre. On disait ça aussi en 2000, que c'était un nouveau monde. Oui, tout à fait, mais on voit qu'effectivement, on est dans un monde totalement différent. Ce qu'on anticipait en 2000 était quand même arrivé. Hubert est là maintenant. Alors, Agnès, bulle ou pas bulle? Je ne pense pas qu'il y ait une bulle. Sûrement, il y a des titres qui sont un peu chers. Donc voilà, mais en 2000... on valorisait, je me souviens de France Télécom, on payait 60 fois ses bénéfices et tout le monde en achetait. Et on payait très cher des boîtes qui n'avaient pas de bénéfices. Maintenant, elles ont des bénéfices. Exactement. Et tout ce qui est technologique, c'est la robotique. Donc, toutes les sociétés essayent de capter la robotique. Avec des stratégies exponentielles de croissance. C'est-à-dire que toute la puissance informatique qui fait x2 tous les 18 mois arrive dans la bibliothèque, arrive dans tout un tas de secteurs qui explique peut-être cette anticipation de création de valeur. On est rentré dans un monde augmenté. Bon. En tout cas, on ne peut pas mettre les mains sur le Nasdaq. Alors, ça a du bon ou du pas bon, selon qu'on pense qu'il y a une bulle ou pas. Mais Interaction, c'est cantonné aux valeurs européennes. Il y a quand même des valeurs européennes qui profitent de la mutation digitale, soit en la fabriquant, soit en profitant. Alors, les graphiques cette semaine, les profits européens ont surpris positivement au premier trimestre de l'année 2015. C'est un graphique de CPR Asset Management. Oui, l'idée c'est qu'on va rentrer dans cette période des publications de résultats semestriels. Donc à partir du début juillet pour les Américaines et à partir de la mi-juillet pour les Européennes. On attend pour l'Amérique sur l'année un petit -2, -3, -4. On attend en Europe +8, +8. Je pense que... donc toute la question c'est est-ce qu'on va être surpris puisqu'on a eu cette réévaluation des multiples d'évaluation. Ça c'est quoi ce graphique alors? Et donc je viens en graphique. Les multiples ont anticipé les bénéfices, est-ce qu'ils sont au résultat? Et là, on voit, ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est qu'est-ce qui s'est passé au premier trimestre 2015 par rapport au deuxième trimestre 2014, donc, sachant le bleu par rapport au gris. Premier trimestre 2014, donc le bleu c'est cette année et le gris c'est l'année dernière, et on voit que le secteur d'énergie, bien sûr, mis à part, et les services publics, qui sont les deux secteurs qui sont les plus mauvais en performance par ailleurs, ce qui est bon signe pour les marchés. On est en hausse ou en très forte hausse, et on peut imaginer que les publications qui vont arriver à partir du 14 juillet vont plutôt amplifier la tendance, parce qu'on a toujours un dollar qui est en très forte baisse sur un an, toujours un pétrole qui est en très forte baisse sur un an, et toujours des taux d'intérêt qui sont en baisse sur un an. Autre graphique qui traduit les propos de la Fed. Paul, pourquoi je vais vous appeler Pierre aujourd'hui? La Fed... finalement, nous a donné un message qui était de dire les taux remonteront, mais les taux remonteront lentement. Et d'ailleurs, nous révisons la croissance légèrement à la baisse. Enfin, légèrement à la baisse. On réduit l'anticipation de croissance qui est positive. Et ça, on le voit dans le morse. Alors, le morse correspond à quelque chose qui est nouveau. Depuis quelques trimestres, à chaque réunion, les membres de la Fed publient leurs anticipations. Et on voit bien qu'au mois de mars, on avait donc, mars en vert. Ce qui est en vert. On avait donc des chiffres qui sont effectivement
plutôt plus élevés que les chiffres qu'on a au mois de juin, lesquels au mois de mars étaient déjà plus hauts que ceux qu'on avait au mois de janvier. C'est-à-dire qu'en fait on a une transformation du mouvement de hausse des taux en un mouvement qui sera plus lent et moins brutal. Et quelque part cela traduit une inflexion puisqu'un mouvement de hausse dans les 20-30 dernières années, depuis les années 80, c'était un mouvement de hausse de la Fed de 3 à 4%. Là, on est peut-être sur des schémas qui sont différents. On imagine quoi, 0,25 en septembre? On imagine 0,25 en septembre, on imagine 0,25 en décembre ou en janvier Enfin, moi, personnellement, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt en décembre qu'on aura un mouvement, et pas en septembre. Et c'est en fait en 2016 qu'on continuera. Et on n'est pas nécessairement obligé de rentrer dans un rythme de 0,25 toutes les réunions. Et ça peut pas beaucoup. Et 0,25, c'est pas beaucoup. D'accord, on a l'impression qu'on cherche à se rassurer sur la faiblesse de la remontée des taux américains et de continuer à vivre sous morphine plutôt que de se dire, bon ben voilà, c'est bien que ça remonte parce que l'économie va mieux. C'est-à-dire que l'économie américaine, derrière le sous-jacent, il n'est pas si fort que ça. Exactement. Mais d'un autre côté, on dit depuis longtemps que le rythme de croissance des pays occidentaux est inférieur à celui qu'il a été dans le cycle précédent. Donc il faut l'entériner et surtout, on vient d'une période où on a eu peur de la déflation. Alors les pays occidentaux, j'irai plus loin, le rythme de croissance mondial. Quand la Chine est entre 4 et 5% probablement aujourd'hui contre des 15% il y a 10 ans, c'est que vraiment le monde a quand même changé. Donc on est sur des taux de croissance plus faibles. Donc il n'y a pas besoin de relever colossalement les taux d'intérêt. Allez, on avance rapidement. Financement de l'économie, ça c'est quoi? Oui, c'est tout simplement pour regarder un petit peu l'état. On vient de vivre un accident obligataire, dit-on, et c'est un peu pour regarder la situation. Donc les taux américains sont à 1,67. Le 5 ans, c'est le taux sur lequel on finance l'économie. La remontée des taux, finalement, elle reste relativement acceptable, puisque si on regarde tous ces taux-là, on est en dessous des niveaux auxquels on était en janvier 2014. Et d'autre part, on voit bien que les taux d'intérêt réels, c'est la partie qui est en pointillé, sont finalement toujours orientés à la baisse. Donc moralité? Moralité, on est dans un schéma qui se défie de la déflation plus qu'il n'a peur de l'inflation. Bon. Tout va bien. Tout à fait. C'est toujours des graphiques qui vont dans le bon sens, en fait. Hein. Oui. Vous êtes plutôt, vous voyez, avec les lunettes optimistes. On est certainement avec les lunettes optimistes, parce qu'avec autant de liquidités, et on le voit d'ailleurs, ça se traduit dans le graphique qui suit. Alors, le graphique qui suit, prendre du recul permet de relativiser. Expliquez-nous. Il s'agit du MSCI World, c'est-à-dire l'indice qui recouvre tous les pays occidentaux, et on voit bien qu'on a connu un accident assez majeur qui est représenté par la flèche rose, que l'événement grec et la crise souveraine européenne... C'était Lehman, la flèche rose. Bien sûr, oui. La partie Grèce qui s'est fait en deux temps, en 2009-2010, puis en 2011, a représenté un accident qui a été assez majeur. Finalement, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ce sont des respirations relativement faibles, et c'est ce qui fonde un peu cet optimisme. Alors, le Nasdaq nous donne le chemin. Il dépasse les niveaux les plus élevés de 2000. Les autres marchés vont certainement faire de même. Ce qui est intéressant dans ce MSCI, juste pour revenir sur les bulles, c'est que ce MSCI ne prend pas en compte les fameuses actions A chinoises qui, elles, sont en bulle. Je crois qu'on peut le dire, avec 10 000 milliards de capitalisation, 120% du PIB chinois officiel qui doit être très supérieur au réel. Donc là, s'il y a une bulle, elle est bien là. C'est pas votre opinion? Agnès, un mot sur la Chine? Sur la Chine, oui, je pense qu'il y a une bulle sur le marché. D'ailleurs, aujourd'hui, hier soir, on a vu la Chine baisser plus de 13%. Donc voilà. Mais on va, en revanche, sur ces marchés-là, c'est des marchés où il y a de fortes secousses, comme à la hausse, comme à la baisse. Donc, Bon, voilà ce qu'on pouvait dire pour la partie macro. On passe à notre tableau de bord. Pas de changement sur les feux cette semaine, monsieur l'agent? Aucun changement. Finalement, une certaine sérénité, une certaine stabilité semble apparaître. On zoome sur le niveau des perturbations. Oui, parce que finalement, dans une période de crise comme celle qu'on vient de vivre, enfin qu'on pense vivre, normalement, on devrait avoir les effets sur notre indicateur échelle de Richter, qui est le niveau de perturbation. Et alors, c'est quoi le niveau de perturbation? Le niveau de perturbation, c'est finalement une agrégation des volatilités de différentes maturités pour sortir un
indicateur d'une tension forte. C'est la même chose qui est utilisée pour la mesure des tremblements de terre. D'accord, donc c'est pour ça que vous l'appelez Richter. Voilà, c'est pour ça un Richter boursier. C'est un Richter boursier. Et en général, quand il y a une tension, on se retrouve dans la situation où cela se voit. Et là, on s'aperçoit que notre indicateur ne bouge pas. Donc c'est finalement quelque chose de plutôt positif. Il reste un feu rouge quand même. Hein. Bon, il reste un feu rouge, effectivement, qui est la version risque. Bon, ça marche. Météo. Météo ne change pas, puisqu'en fait, c'est alimenté par une liquidité surabondante, sans laquelle on serait certainement dans une autre situation. Voilà pour le tableau de bord, on passe aux performances. Des performances d'interaction qui, bon an, mal an, finalement continuent à réduire leur écart avec l'indice CAC. Oui, l'écart est de l'ordre de 1,5%. Comme on peut, ça baisse, mais... Non, mais c'est pas si mal, puisque je rappelle que l'écart, il est venu notamment de la conjoncture exceptionnelle du premier trimestre, où les achats ont été très largement indiciels. On dit 50 milliards sont arrivés sur les actions européennes. Et donc, à partir du moment où la gestion d'interaction se veut une gestion d'analyste, si on peut dire, où on choisit titre par titre. On peut le dire. Et on peut le dire, et surtout, on est absent, et on va le voir dans les slides suivantes, des plus grosses capitalisations, notamment de Total. Alors sur la semaine, juste sur la semaine, on réduit, voilà. Ouais, mais on gagne quand même pratiquement 13% depuis le début de l'année, c'est quand même pas mal du tout. Agnès, un commentaire sur les secteurs qui s'illustrent cette semaine. Alors, les secteurs qui s'illustrent, c'est notre fois où on est moins agressif sur les défensifs et qui ont été pénalisés cette semaine, notamment avec Sanofi. Donc, c'est là où on gagne du spread. On gagne notamment aussi sur les cycliques, donc notamment parce qu'on a bien sorti nos équipementiers automobiles. Et c'est vrai que le secteur automobile, même si on a gardé les constructeurs, donc même si on a gardé les constructeurs, donc voilà, donc avec un poids sur Peugeot de 3% qui nous a pénalisés, mais du coup on s'en est pas trop mal sorti. Voilà ce qu'on pouvait dire donc pour la performance. On va passer à la gestion. Normalement. Chaque semaine, Interaction, votre rendez-vous interactif pour poser toutes vos questions à nos spécialistes de la bourse et pour suivre en direct ce portefeuille à balles réelles. Hein, c'est du vrai argent investi qui dépasse combien en cours? On est à combien là maintenant, Paul? On est à aux alentours de 11 millions. On approche les 12. Très bien. Alors, on va voir tout de suite s'afficher le portefeuille d'Interaction dans toutes ses composantes, avec toutes les lignes, pour finalement scanner tout ce qui rentre en ligne de compte. Alors, Interaction, voilà le portefeuille. Si on s'intéresse déjà à ce qui a bien marché cette semaine, ou ce qui a pas trop mal marché, parce que c'était une semaine difficile. Capgemini et Altran sont certainement les deux valeurs qui ont une contribution positive. Merci le Nasdaq, hein, on en a parlé. Le record du Nasdaq tire les technologies. Donc voilà, ça c'est pour ce qui marche. Ce qui marche pas, c'est finalement Peugeot, Renault. Pourquoi ça marche? C'est-à-dire les plus gros contributeurs depuis le début de l'année. Voilà, relativisons. C'est les valeurs à fort bêta aussi. Hein, donc, alors bêta, on rappelle ce que c'est fort bêta. Donc du coup, c'est l'impact, la volatilité d'une action par rapport à son indice de référence. Donc, ce qui amplifie en fait les mouvements de l'indice. D'une manière générale, le secteur a un peu mal réagi. D'abord, une étude un peu critique du Crédit Suisse sur les équipementiers, qui évidemment sont en train de se faire prendre des parts de marché en Chine. Donc non seulement le marché chinois a une certaine tendance à réduire sa croissance, pas à se réduire, mais en plus, évidemment, les équipementiers chinois sont capables de faire ce que faisaient des équipementiers. Et puis c'est un secteur qui a énormément performé. Et donc, il se trouve que, ça on verra avec les arbitrages, que le secteur des équipementiers en a été sorti. En revanche, Peugeot et Renault restent des lecteurs. Ce qui est intéressant aussi cette semaine, c'est la manière dont Fiat essaye de se débarrasser de Chrysler en fusionnant avec General Motors. Donc c'est un milieu qui va encore bouger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme action? L'autre action qui a beaucoup reculé sur la semaine, c'est Carrefour, mais je crois qu'on y reviendra un petit peu après. Oui. Et puis, il y a une autre valeur qu'on a
Mais on a les valeurs dollars aussi qui marchent bien, notamment Alcatel, Solvay, c'est des valorisations attrayantes, elles bénéficient notamment de leur exposition aux États-Unis et d'un dollar fort. Bon, si on regarde maintenant les arbitrages réalisés, le tableau des arbitrages, l'historique réalisé ces derniers temps, est-ce que ça appelle des commentaires de votre part? On a fini par sortir donc, Néopost, de Néopost, voilà. C'est la seule chose. Ce qui est surtout à noter, c'est qu'on reste relativement sous-investi par rapport au marché. Donc on le dit depuis le début. On vient dans les 4007, 4008, on remonte dans les 5100. On a combien de liquidités? On a 7%? Non, un peu moins, on est à 6 parce qu'on a, notamment hier, on a renforcé le fonds de 3%, oui. 3,5%. Oui, je pense que c'est à noter. Il y a 3 semaines, on disait est-ce qu'il faut acheter On disait oui, mais pas tout de suite. Oui, mais non. Et ça y est, on commence, nous, à considérer qu'il faut commencer à revenir. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Sanofi. Oui, alors Sanofi, on a rentré surtout Sanofi, 3%. Mais c'est un achat indiciel, tout simplement, parce que Sanofi, quand même, a perdu, par rapport à ses plus hauts au mois d'avril, plus de 14%. Et le CAC n'a perdu que 10%. Donc, au lieu de jouer un ETF CAC, donc du coup on prend du Sanofi. D'accord. Voilà. Alors ça a baissé, mais il y a des raisons. Oui, bien sûr. Il y a des raisons. Sanofi, mais maintenant ça fait presque 8 mois que ça dure, Sanofi a été attaqué sur ce qui lui rapporte le plus, c'est-à-dire les traitements du diabète, et sans débat, mais effectivement c'est quelque chose qui nous rapproche quand même de l'indice, sachant qu'on avait pris la décision d'éliminer Total. Oui, Total et Sanofi à l'époque. Bon, maintenant on met du Sanofi, très bien. Je vois aussi Infineon et Accor cette semaine. Alors on a allégé Accor l'autre fois, tout simplement parce qu'Accor quand même commence à devenir bien valorisé. On a un poids quand même non négligeable, on avait un poids de 2,5. Donc voilà, à 50 €, on la trouve bien valorisée. Donc on prend nos bénéfices. Donc les semi-conducteurs avec Infineon. Infineon, on joue le dollar, on joue la restructuration sur Infineon. Donc, ça marche bien, ça marche bien. Donc là c'est le bon schéma. Bon voilà, donc ça c'était le passé, c'est de l'histoire ancienne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant cette semaine? Comment est-ce qu'on regarde la suite? Alors bon, l'actualité des valeurs, très rapidement. Donc, Altran, justement, on en a, Altran General Electric, qui ont annoncé un protocole d'accord. Vous avez regardé ça, oui, Agnès? Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc, c'est de fusionner un protocole d'accord pour être sur le même marché ensemble, notamment dans le digital. Donc voilà, du coup, et Altran a fait une intervention au Salon du Bourget. Évidemment, ils ont dit qu'ils étaient les meilleurs pour aider les entreprises de l'aéronautique, mais ils ont surtout dit qu'il y avait un gros potentiel et que c'est un secteur sur lequel ils gagnent beaucoup d'argent et vont continuer à en gagner. Pendant ce temps-là, Alten a rappelé qu'il gagnait des parts de marché dans l'automobile et dans la santé. Donc on a un environnement qui est bon. Oui, mais surtout Altran a surtout un potentiel cherche à acheter des petites boîtes parce qu'ils ont beaucoup de cash. Donc ce qu'on joue aussi également parce que Altran cherche à se rapprocher aussi, à faire des acquisitions. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Altran, pour l'instant, on est bien positionné. Donc, on ne se renforce pas? Pas pour l'instant, non. Bon. Très bien. Donc ça, c'était le dossier Altran. D'autres dossiers sur la table? D'autres dossiers. Donc il y a ce dossier automobile en général. C'est que les équipementiers ont pris un très gros choc. Probablement, il va falloir trouver un moyen de faire le tri. Alors déjà, on voit des analyses qui redeviennent positives sur Plastic Omnium et pas sur Valeo, ou sur Valeo et pas Plastic Omnium. On voit que c'est un secteur qui va être discuté par les analystes et par les investisseurs. Vous aimez bien Forcia en général? Moi j'aime bien Forcia, mais c'est parce que Forcia est très américain. Parce que Forcia est très américain et très peu chinois. Donc c'est celui qui est le moins impacté par cette nouvelle Qu'est-ce que vous aimez, Agnès? Moi, pour l'instant, je n'ai pas du tout envie de revenir sur les équipementiers. Tout simplement, comme l'étude disait de Crédit Suisse, ils ont une crainte d'une révision à la baisse de leurs résultats de 6%, notamment avec cette perte de marché chinois. C'est ça. Donc, il n'est pas négligeable. C'est-à-dire que les Chinois ont leurs propres usines et ils prennent des parts de marché de plus en plus importantes. Paul, là-dessus, sur la Chine, les équipementiers, vous avez... sur les équipementiers, je suis complètement ce que dit Agnès. On est tout à fait en ligne là-dessus. Mais on va commencer à trier.
On va commencer, je vous dis, ça a été tellement violent qu'on commence à trier. Qu'est-ce qu'on a, nous, dans et notamment, on n'a plus. On en avait tous sorti. C'est très bien joué. C'est au contraire très bien joué, parce qu'on a du sorti. Et du Valéo. Et c'est pas le moment, donc nous dit Agnès, de revenir. Alors, ensuite, quand on fait la tournée des analyses, ce que j'ai fait un peu, il y a FH. Donc nous on a l'autre, on a Vinci, ça a bondi, ça va dans le bon sens. Oui, mais c'est vrai que pour l'instant, les concessionnaires, avec le risque de remonter des taux, donc sont pénalisés. Donc, du coup, moi je dirais pas le risque de monter, c'est surtout les taux. Oui. La remontée des taux valorise leur baisse leur valorisation. Exactement, mais quand même il y a une bonne dynamique sur ces entreprises, et puis peut-être on a touché le point bas dans le secteur du bâtiment. Alors Elior, attendez, sur FH, donc nous on a Vinci. On a du Vinci, on le garde. On a Vinci, puis Vinci, c'est les autoroutes, et donc il y a un bon trafic. Quand donc on garde Vinci, on ne touche pas à FH. Alors, Elior a fait une belle publication. Nous, on a eu Sodexo. Il ne faut pas non plus dans le secteur de la restauration, si on sous contrat ou restauration collective. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une belle... Ça a été une belle réussite, une introduction. Oui, une belle introduction. Elle a quitté le marché il y a 8 ans, je crois. Donc, Elior avait vraiment besoin d'argent pour chercher de l'expansion, notamment aux États-Unis. Donc, d'où son introduction. Et c'est vrai que les investisseurs sont confiants. Le dirigeant a eu un très, très bon discours sur sa société et ses prévisions. Donc, il cherche de la croissance externe. Donc, l'objectif, c'est de réaliser 20% de chiffre d'affaires. Donc, aux États-Unis, pour l'instant, ils sont qu'à 9%. Il vaut mieux avoir du Sodexo dans ce schéma-là. Nous, on est sur du Sodexo qui est un peu plus tranquille, on va dire. Je pense que Sodexo est mieux que Compass, et Compass et Elior viennent un peu derrière. A pris 46% de hausse. Bravo pour ceux qui en avaient fait l'introduction. Alors du côté des déceptions, il y a quand même Atos. C'est-à-dire qu'on salue Capgemini, mais Atos a tenu sa journée d'investisseurs, a annoncé son doublement du bénéfice sur 2 ans, etc. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de levier. On a l'impression que c'est la croissance externe, et le deal Xerox ne produit pas d'effet sur les marges. C'est l'impression qu'on a. À l'inverse de Atos, à l'inverse d'Altran, Atos a vraiment un problème de liquidité. Donc, du coup, il y a eu de la croissance externe. Il y a eu de la croissance externe, et du coup, ils n'ont pas assez de liquidité pour continuer cette croissance externe. Parce que Atos est dirigé par un ancien ministre des Finances français, donc c'est normal qu'il fasse de la dette. C'est quelque chose pour lequel il a été formé. C'est dans son ADN. Bon, on a 1% d'Atos, qu'est-ce qu'on en fait? Écoutez, on laisse passer le mal, donc aujourd'hui, on touche à rien. Aujourd'hui, elle rebondissait. Oui, il y a un petit effet de déception, parce qu'on attendait du levier. On devait parler de Carrefour. Voilà, les lignes au radar, donc chaque semaine on essaie de voir 3-4 lignes. Carrefour. Alors Carrefour, l'Assemblée Générale a été une bonne surprise. La grande bonne surprise, c'était la très bonne forme du président Plassa, qui avait été malade et qui a été égal à lui-même, qui a fait rire la salle, qui a été formidable. Il y a d'autre part ce bon accord, cette bonne gestion avec le partenaire brésilien. Oui, donc du coup, nous on a un objectif de cours sur Carrefour à 40 €. Donc on a 1,80, on a une position d'1,80. Donc on est pile poil équipondéré par rapport au CAC. Donc pour l'instant, je pense pas qu'on... On pourrait en faire un peu plus, puisque si on a presque on a 35% de elle est bien valorisée aussi, ce trade 17 fois, 18 fois, donc elle est bien valorisée. Et puis deuxièmement, on a Dia coûte à Carrefour, c'est vrai que... Le deal Dia. Donc, on est bien sur le Brésil, donc la situation est meilleure. Donc voilà, je dirais pour l'instant, on reste... Alors Technip, c'était pas mal, parce qu'on est allé quand même sur quelque chose qui sert en grande partie l'industrie énergétique, et ça s'est bien passé. Donc, oui, mais je pense qu'il est encore trop tôt pour se renforcer sur le titre. Donc le secteur des parapétrolières est vraiment boudé actuellement. Et donc, alors ils ont annoncé cette semaine un deal en dehors du pétrole. Oui, c'est la meilleure, à part Schlumberger peut-être ou Halliburton, mais donc très tôt, Chargeur, donc, qui est un sujet dont on a parlé de nombreuses reprises depuis les 6 derniers mois. Alors pour faire plaisir à Hubert, donc nous avons été visiter la société, notamment avec l'équipe organisée par l'équipe Alpha Value.
Et donc, du coup, j'étais agréablement surprise, notamment j'ai rencontré le directeur financier, donc agréablement surprise par la transformation de cette société. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc, du coup, qui était il y a quelques années au bord de la faillite. C'était un ensemble de dettes. C'était un ensemble de dettes. Et alors, moralité, on fait quelque chose ou oui, on va rentrer Chargeur 0. Hubert a eu gain de cause. Voilà. Donc on a du cycle. Hein. Rappelez ce que fait Chargeur, peut-être Agnès. Donc Chargeur fait notamment à sa filiale donc, de l'Aisne, et ça c'est sa filiale qui historique, mais qui lui coûte un peu de l'argent, notamment avec la baisse des matières premières, notamment sur la laine et la concurrence des Chinois. Donc Chargeur fait surtout son activité principale, c'est les films de protection. Donc ces films auto-adhésifs que vous retrouvez notamment sur les voitures, donc sur les protections de l'électroménager et notamment dans l'automobile. Avant, ils avaient perdu un énorme contrat dans le secteur de l'auto et ils ont renégocié. Maintenant, ils captent 10% de leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, et notamment, ils captent surtout 23% de leurs revenus se fait aux États-Unis. Leur objectif. Voilà. Vous êtes tombé sous le charme de Chargeur. On peut même rajouter quand même qu'une partie en revanche, ils sont pénalisés par la baisse des matières premières quand c'est la laine, mais ils sont favorisés par la baisse des matières premières quand on fabrique des films plastiques. Avec la baisse du brint, notamment, et le dollar fort. On en prend combien ? 0,50. 0,5 de Chargeur. Comme on dit, on a vendu Néopost, donc on peut se renforcer quand même sur une valeur moyenne. Est-ce qu'on arrive au terme là ? Est-ce qu'on fait autre chose cette semaine, Agnès ? Non. Rien d'autre. Donc, on rentre. Je pense simplement qu'il faut bien insister sur le fait qu'on est rentré dans une phase où, a priori, on est en renforcement de l'exposition. Je crois que c'est une donnée importante que finalement. Par rapport à quoi ? Par rapport aux 3 semaines on avait fait, on a fait 10% de cash dès le début de la consolidation, ce fameux 15 avril. Donc maintenant, les 10% de cash ont été réduits de 3%, ils vont être réduits de 0,5%. Oui. Petit à petit, on les réduit, c'est assez logique. La question, ça va être le redéploiement, et c'est la question des 15 prochains jours, du portefeuille pour essayer d'anticiper les valeurs qui vont sortir des beaux résultats, mais surtout d'éviter les coûts des valeurs qui vont décevoir, et il y en aura forcément. Hein, parce qu'on anticipe de fortes hausses de résultats, au deuxième trimestre, elles vont être au rendez-vous, mais pas pour tout le monde. Et si on revient sur ce qu'on avait dit au début, notre portefeuille avait des titres qui avaient un fort bêta qui ont beaucoup reculé. La structure même de notre portefeuille, c'est d'aller dans le cycle, parce qu'on est un peu optimiste, c'est vrai qu'on voit les choses plutôt positivement. Et donc, de ce fait, on se dit, c'est le moment finalement de renforcer en allant chercher du bêta pour que justement on rattrape le retard. C'est pas faire l'idiot du bêta. Voilà. Tout à fait. Du cycle. Agnès, un mot de conclusion. Chargeur, donc, cette semaine. Chargeur, et je pense que le marché a fait 10% de correction. On avait un objectif de points à 4750. On l'a fait. Donc, on l'a fait. Il y a peut-être ce risque encore avec ces incertitudes sur les niveaux de 4680, peut-être. Mais voilà. bon. À suivre. Mais quelle que soit l'issue de la Grèce, il y aura une issue. Et ce qui est important, c'est qu'il y a une issue, ça va un peu libérer les initiatives. Peut-être que finalement, on est à une situation où il faudra vendre la nouvelle. Finalement, tout le monde avait peur, et bien peut-être qu'on sera optimiste. Bon. Agnès, vous avez souvent visité des entreprises comme ça, comme Chargeur ? Non, c'est la première fois. Ah oui, pour Chargeur. C'est la première fois pour Chargeur. Bon, on m'a proposé d'aller visiter les centres... notamment Orpea. Il faut inviter son directeur financier la prochaine fois. Il viendra nous raconter un peu ce qu'il fait. Donc, merci à tous les trois, merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine, à même endroit, même heure.